Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet atelier qui me tient beaucoup à cœur. Je partage mon écran pour vous montrer la présentation. Donc, c'est ça le sujet dont on parle aujourd'hui ensemble, c'est comment parler des enjeux de société avec ses enfants. Je vous dis que ça me tient beaucoup à cœur parce que moi, mon métier, c'est d'être journaliste. J'ai même fondé un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants, justement parce que pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse le mettre les rendre accessible l'actualité pour les jeunes. Et donc, on donne aussi des animations d'ateliers d'éducation à l'information pour les enfants, là encore, pour rendre accessible l'éducation aux médias aux jeunes. Donc, de parler de ce sujet-là m'intéresse vraiment beaucoup. Comme je vous le disais, le Curieux, c'est un magazine numérique qui explique l'actualité aux jeunes de 8 à 12 ans. Comme vous le voyez, on vulgarise un peu l'information. Je vous demande ça pour que vous compreniez un peu qui vous parle. Le fait que je sois journaliste et que je sois en contact souvent avec les jeunes m'aide évidemment à appréhender un peu ce sujet-là. On donne, comme je vous le disais, aussi des ateliers principalement dans les écoles primaires, mais aussi dans les bibliothèques. Donc là, la grande question aujourd'hui que j'avais envie de voir avec vous, c'est finalement, tous ces sujets d'actualité, ces enjeux de société qui apparaissent régulièrement et dont les enfants parlent beaucoup, que ce soit le racisme, le genre, les enjeux de société liés au sexisme, à la laïcité, l'environnement, il y en a plein d'autres. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on en parle aux enfants? Est-ce qu'on peut discuter avec eux de ça, quel que soit leur âge? C'est des sujets qui sont complexes, qui sont sensibles. Alors évidemment, tout le monde se demande ça. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on est capable d'en parler? Nous, notre réponse, elle est claire, c'est oui. Oui, et on le fait justement dans notre journal numérique, c'est que, vous le verrez, je vous donnerai quelques exemples, on parle vraiment de tous les sujets, on considère qu'aucun sujet n'est tabou, mais évidemment, c'est une façon d'en parler qui va faire la différence. Puis on va voir ensemble ça aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important d'en parler. C'est quoi nos peurs de parler de tout ça? C'est intéressant de mettre des mots là-dessus puis d'être conscient de ce qui nous freine. Et puis ensuite, moi, on va vous donner un peu, je dis on parce qu'on est une équipe derrière moi, mais donc le curieux, on vous donne quelques petits trucs que nous, on utilise pour aborder ces sujets-là en classe ou dans notre journal numérique. Comme ça, vous serez peut-être un petit peu plus outillés à la fin de cet atelier pour en parler avec vos jeunes sans avoir trop d'inquiétude. Pourquoi il faut en parler? Pourquoi on n'a pas de tabou? Mais parce qu'en fait, les jeunes, ils sont exposés à ces réalités-là déjà. Ils sont exposés à ça sur Internet, puis dans leur vie de tous les jours. Quand vous mettez la télé, quand vous écoutez la radio en allant à l'école le matin pour les amener à l'école, par exemple. Évidemment, Internet, maintenant, nos enfants sont beaucoup plus rapidement que nous, évidemment, sur des tablettes, sur des téléphones, même des tout petits commencent déjà à toucher ça, à jouer à des jeux. Et évidemment, il peut y avoir des messages qui arrivent avec des informations sur l'actualité. Ils voient sur les réseaux sociaux, quand ils sont un peu plus grands, évidemment, plein de choses de l'actualité qui arrivent. Mais le problème, c'est c'est pas toujours fait de la bonne façon. Par exemple, quand je vous parlais de sujets tabous, ou en tout cas dont on n'était pas sûr au départ, est-ce qu'on allait en parler avec les jeunes, c'est la laïcité. Nous, on s'est dit, est-ce qu'on en parle? Il y avait ou pas, il y avait une polémique en 2019, puis une enseignante avec laquelle on travaille m'a dit, mais Anne, les enfants, ils sont confrontés à la laïcité tous les jours. C'est des enjeux qu'ils connaissent, ils connaissent juste pas le concept laïcité, le mot qu'on met avec, mais de leur en parler de la laïcité, c'est important parce que tous les jours, quand ils vont à l'école, ben oui, ils ont une amie qui porte un voile, ils ont un ami peut-être qui mange pas pendant le ramadan, puis ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, ils ont besoin de savoir pourquoi il y a des différences. Ça ne le dérange pas les différences, mais de les comprendre, c'est intéressant. Donc de dire, on ne parle pas de ces sujets de société parce que les enfants, ça ne les concerne pas. En fait, ce n'est pas vrai puisque ils les vivent. Ils n'ont juste pas la même théorie que nous dessus, mais ils vivent ces réalités-là. Le problème, comme je vous le disais, c'est que souvent, ils n'ont pas la bonne information. Comme je vous le disais, le problème, c'est que les jeunes n'ont pas la bonne information. Souvent, en étant sur les réseaux, il y a, comme vous le savez, énormément de fausses nouvelles qui circulent, donc ils sont confrontés à ces informations-là. Et puis, quand ils entendent des bribes d'informations par-ci, par-là, évidemment, les informations sont déformées, sont incomplètes. Quand ils entendent ça d'un ami dans un cours de récréation, souvent, c'est pas ils ont pris des bouts de plein d'informations pour en faire une. Encore plus si le sujet leur fait peur, les inquiète un peu, évidemment, ils vont comme grossir facilement l'information. Donc, nous, les 6 bonnes raisons pour nous de parler de ça avec nos enfants, c'est justement de se rendre compte en fait que
en parlant avec eux, on va se rendre compte qu'ils en savent des choses, en fait. Ils en savent des choses, du coup, ils pensent, ils ont des avis sur certaines choses, puis ils ressentent des émotions liées à ces actualités. C'est pour ça que c'est important pour nous d'en parler, parce que sinon, on fait l'autruche. On n'en parle pas en disant, bah non, ils sont trop jeunes, mais en fait, ils sont au courant, c'est juste qu'ils ont l'impression qu'on ne peut pas en parler avec eux. La deuxième raison, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme ils n'ont pas forcément la bonne information, nous, en parlant avec les jeunes, bah, ça nous permet de leur donner leur juste, de rectifier les choses, de leur redonner la bonne information, puis l'information complète. Par exemple, quand on avait parlé du dossier on avait parlé pardon, de la légalisation du cannabis, donc en 2018, quand la loi au Canada a autorisé la consommation de cannabis sous certaines conditions, bien sûr, pareil, on s'est dit, est-ce qu'on en parle à des jeunes de 8 à 12 ans? Mais évidemment que ce sujet-là a fait le buzz, pardonnez-moi l'expression, qu'évidemment c'était très populaire, tout le monde en parlait, ils en ont entendu parler. Nous, le fait de faire ce dossier-là, ça nous a permis justement de faire un panorama complet. Donc, on leur a pas juste dit le cannabis est autorisé, maintenant c'est légal. On leur a expliqué, ça nous a permis de rappeler qu'est-ce que c'est que le cannabis, c'est quoi les effets du cannabis sur le corps, pour la santé, notamment dans les jeunes, puis le développement du cerveau des jeunes, on sait que ça attaque à cet endroit-là plus particulièrement. Puis après, on leur a dit, voilà ce que comporte la nouvelle loi, mais encore une fois, quand on dit de loin, c'est oh ben la nouvelle loi, elle autorise le cannabis. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des limites, il y a des conditions. Donc là, pareil, on les donnait. Et puis, ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est de dire que oui, il y a des gens qui étaient favorables à la légalisation du cannabis, puis on a donné leurs arguments, mais aussi de leur dire qu'il y avait des gens qui étaient défavorables à ça et on leur a donné les arguments. Ce qui fait qu'ils pouvaient eux-mêmes se dire, OK, c'est pas si évident que ça, puis il y a des gens qui sont contre, c'est intéressant de voir leurs arguments, et tout ça, ça leur apprend aussi, eux, à fonder leurs opinions sur des faits, des arguments, et pouvoir justifier ce qu'ils pensent. On en reparlera après. La troisième raison qui, pour nous, fait que c'est important de parler de l'actualité et des sujets un petit peu délicats de l'actualité avec les jeunes, c'est de les reconnaître, en fait. C'est ne pas leur dire « Oh, t'es trop jeune pour ça, on t'exclut ». Non, non, c'est de dire « On reconnaît que tu existes, que tu fais partie de ce monde-là, que tu entends des choses et que on te considère suffisamment, comment dire, grand pour en parler, suffisamment capable d'entendre ça pour en parler. » Et justement, c'est un peu le poursuite de l'argument précédent. En leur parlant de ces sujets-là, en fait, on leur fait comprendre qu'on a de l'estime pour eux, quel que soit leur âge, et qu'on leur dit, oui, tu fais bien partie d'un monde, tu n'en es pas exclu, et on va te donner les clés pour le comprendre. Parce que tu vis plein de choses. À laïcité, tu entends parler de cannabis, tu vois la file devant les magasins qui vendent le cannabis, tu te demandes ce que c'est. Ben, on va t'expliquer, on va te donner les codes pour comprendre dans le monde dans lequel tu vis. Par exemple, ça c'est beaucoup plus anodin, mais quand il y avait eu les élections provinciales en 2018, fédérales, municipales, il n'y a pas longtemps, le fait de leur en parler, c'est intéressant parce qu'ils le voient dans la rue. Ils voient bien les pancartes des candidats, ils entendent bien leurs parents parler des élections souvent. Mais pareil, si on ne leur en parle pas, ils sont exclus de la chose. Alors que là, le fait de leur donner un dossier dans lequel on explique « Ah, bah, tu as dû voir des affiches électorales, regarde comment ça fonctionne, pourquoi il y a des affiches électorales, il va y avoir des élections, ça veut dire quoi voter, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça permet de les inclure, en fait. Et puis, évidemment, tous ces sujets-là qui sont des sujets, s'ils sont sensibles, c'est qu'ils sont forts. Et donc, en parler, ça permet de communiquer avec l'enfant, d'éduquer, de prévenir quand c'est des sujets un petit peu plus difficiles, et puis de transmettre nos valeurs. Quand on parle de racisme, quand on parle du genre, quand on parle de sexisme, c'est le moment en famille de parler de nos valeurs et aussi donc de prévenir. Comme disait dans un livre, là, Comment parler du racisme aux enfants, Rokhaya Diallo, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour construire des adultes ouverts et solidaires, il importe que les enfants, dès leur plus jeune âge, puissent se rendre compte de la pluralité du monde qui les entoure. Donc, en fait, de parler de toutes les différences, au lieu d'en avoir peur, on devrait le faire justement pour leur apprendre ça et apprendre finalement à accepter la différence. Après, je vous parlais de prévention. Mais par exemple, quand on a parlé encore une fois d'un sujet qui était quand même assez sensible, on s'est posé des questions, mais on l'a fait. On a fait un dossier sur les agressions sexuelles en 2020. En fait, ça nous permettait encore une fois, oui, de parler de choses qui sont difficiles, mais de poser les choses. C'est quoi le consentement? Ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi les risques aussi si jamais il n'y a pas de consentement en fonction des âges? Et puis, ça nous a permis de faire de la prévention. Et donc là, évidemment, on a parlé avec des spécialistes, donc par exemple là, une experte en sexologie qui est venue nous expliquer un peu, bon, bah,
comment on parle de ça aux enfants et puis c'est quoi les conseils qu'on peut leur donner pour éviter tout ça. La dernière raison, c'est encore une fois, comme je vous disais, c'est leur donner les moyens d'aiguiser leur sens critique, de développer leur échelle de valeur, parce qu'à force de parler de tous ces sujets-là, de voir comment les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, d'avoir plein d'informations, en fait, ça leur permet, eux, de connaître plus de choses, de réfléchir, d'argumenter, de dresser, de bâtir leurs opinions, de pouvoir les argumenter, et puis d'avoir leur propre échelle de valeur, de dire, bah, ça, je trouve ça juste, ça, je trouve ça injuste, ça, je trouve ça bien, ça, je trouve ça mal, mais par les exemples qu'il a autour de lui. Donc, encore une fois, je sais que ça avait été très apprécié par les jeunes quand il y avait eu des élections provinciales en 2018. On a fait la même chose pour les fédérales cette année d'ailleurs. On a fait comme une petite présentation des différents partis politiques. Donc, on leur a dit un peu bon, bah, où est-ce qu'ils se situaient, c'était quoi un peu leur origine, leur pensée. Et puis, on a donné quelques exemples des promesses de campagne qu'ils avaient faites. Et en fait, ça permettait aux enfants de comparer un peu puis de dire, oh, bah, tiens, moi, je me sens plus proche de cette sensibilité-là plutôt qu'une autre. On leur demande pas de voter demain, on leur demande pas d'appartenir à un parti politique, mais au moins déguiser leur sensibilité à l'échange d'avis et de se faire leur propre avis. Alors évidemment, toute la question, c'est comment parler de tout ça. Parce que ça fait peur d'aborder ces sujets-là, évidemment, c'est des sujets sensibles. On a l'impression, souvent aussi, c'est des sujets complexes, donc on a l'impression que nous-mêmes, on n'a pas assez d'informations et de compréhension du sujet pour en parler avec nos jeunes. Et puis, on peut avoir peur aussi s'il y a une discussion, là, ça peut arriver dans les classes avec les enseignants, mais aussi en famille, de dire, OK, sûrement qu'à un moment donné, ça va ouvrir des discussions. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aborder ça? Est-ce qu'on va être capable de gérer ce débat-là? Puis aussi, si le sujet est un peu anxiogène, comme on avait parlé souvent d'éco-anxiété à propos de l'environnement, du réchauffement climatique ou par rapport au racisme, si on est quelqu'un qui peut être victime de racisme, évidemment, tout ça, ça peut créer de l'anxiété. Puis en tant que parent, on se dit, OK, est-ce que je vais être capable de les calmer? Est-ce que ça ne va pas juste attiser leur peur? Donc tout ça, c'est évidemment des craintes qu'on a tous, mais ce que je vous dis là sous la blague avec cette phrase-là, les parents ne sont pas des surhommes, des surfemmes, et c'est parfait comme ça, c'est que c'est vrai. Il faut faire tout ça avec notre sensibilité, notre histoire, nos valeurs, nos connaissances. C'est sûr que telle famille ne va pas parler des mêmes sujets qu'une autre, ne va pas l'aborder de la même façon, avec les mêmes craintes éventuellement en fonction de l'histoire des uns et des autres, en fonction des sensibilités des uns et des autres. Puis c'est très correct, surtout au sein de la famille. Ça permet justement de partager des histoires, de raconter peut-être à cette occasion-là des pans de votre vécu et puis de dire, bah, écoute, là-dessus, moi, je suis particulièrement sensible parce que cette valeur est importante pour moi. Puis c'est correct, je veux dire, c'est ça la différence qui fait le monde et du moment qu'on l'explique aux jeunes, il faut l'assumer. Par contre, on peut avoir quelques principes pour nous aider à en parler correctement avec les jeunes. La première, c'est vraiment d'être sur le mode de l'écoute, de la bienveillance et de la tolérance. C'est-à-dire, première chose à faire quand vous parlez d'un sujet avec un enfant, c'est « Ok, dis-moi ce que tu en sais. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ?» Et puis, de ne pas les punir ou les disputer parce qu'ils ont mal compris ou parce que ils ont pris un point de vue un peu extrême. Tu sais, des fois, les jeunes il y a le côté romanesque de l'adolescence quand c'est des ados, quand ils sont plus jeunes, ils sont très, des fois, chevaliers blancs, donc ils veulent défendre une cause, mais même s'ils n'en comprennent pas tout. Puis des fois, ils peuvent avoir des positions extrêmes ou en tout cas un petit peu intenses qui nous perturbent, puis on se dit, oh mon Dieu, mais vers où il va, pourquoi il pense ça? Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas mes valeurs. Mais tu sais, d'écouter avec bienveillance et tolérance, ça permet justement de revenir sur tout ça ensemble puis de décortiquer. Donc là, la première, comme je disais, la première chose, c'est vraiment d'écouter puis de savoir déjà qu'est-ce qu'ils en savent. La deuxième chose, c'est s'adapter. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne parle pas d'un sujet de la même façon à des adultes, à des enfants et à des enfants en fonction de leur âge. Donc évidemment, on essaie d'utiliser des mots simples. On prend des exemples concrets pour leur faire comprendre. On revient à la base, tu sais, on redonne un peu le contexte aussi. Et puis, on peut, ça c'est un truc qui aide beaucoup souvent, c'est de vraiment faire référence à des réalités qu'ils connaissent. Quand je vous parlais tout à l'heure de la laïcité, c'est de dire, ah bah, tu sais, la laïcité, en fait, regarde, quand ton amie, elle mange pas pendant le ramadan, bah, tu vois, c'est qu'elle est d'une autre religion. Puis, ensemble, on vit tous ensemble, chacun a ses religions. Mais, tiens, on peut expliquer les choses en partant des exemples qu'ils connaissent. Par exemple, je pense que j'avais donné l'exemple, voilà, quand on a fait le dossier sur les élections fédérales, en fait, on a commencé par expliquer c'est quoi voter. Mais voter, eux, ils votent en fait, mais ils s'en rendent pas toujours compte.
Donc, quand, par exemple, pour une journée pédagogique, ils doivent choisir, là, on avait pris cet exemple-là, ils doivent faire un choix entre aller au cinéma ou à la piscine. S'il y a 3 ou 4 enfants, évidemment, c'est la majorité qui va l'emporter. C'est ça, voter. À l'école, quand ils choisissent un film, il y a plusieurs titres de film, ils doivent choisir, c'est celui qui remporte le plus de voix qui gagne. Voilà. Donc, on leur explique à partir de choses qu'ils ont déjà vécues. Puis ça aide vraiment à leur faire comprendre les choses quand elles sont trop abstraites. C'est beaucoup trop difficile déjà pour les adultes, et pour les enfants encore plus. Par contre, ce qui est important, nous, en tant qu'adultes, c'est, même si je vous ai dit d'assumer nos émotions, d'assumer notre vécu, ça, c'est évident. Mais avant de laisser parler nos émotions et notre vécu, c'est vraiment de revenir aux faits. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a quand même un petit travail à faire au départ avant de leur en parler de est-ce que nous, on est bien au courant des faits. Puis j'avais fait cet atelier-là avec des familles il n'y a pas longtemps et une dame m'avait dit qu'effectivement, surtout sur les sujets très sensibles où il y a beaucoup de choses qui se disent parce que c'est anxiogène. Par exemple, là, je pense que c'était sur l'assassinat du professeur d'histoire en France, Samuel Paty, par un terroriste. Et en fait, le sujet, il avait émergé chez elle, mais avant d'en parler avec ses enfants, elle disait que c'était tellement gros comme sujet que elle dit, j'avais tellement l'impression qu'il y avait des amalgames qu'elle est allée d'abord elle-même vérifier les faits. Et qu'est-ce qu'on savait exactement avant d'en parler aux enfants. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que faut d'abord partir sur, OK, qu'est-ce qu'on sait? On se rend compte que souvent, en fait, on ne sait pas grand-chose, mais qu'on a beaucoup brodé. C'est notre anxiété qui nous fait broder, plus les avis des uns et des autres, des fois, s'emballent et puis vont comme combler les morceaux de l'histoire qu'on n'a pas parce que ça fait peur d'avoir des trous dans une histoire qui, si en plus, elle est anxiogène. Donc déjà, de revenir aux faits, ça, c'est vraiment un bon truc. Puis, vous verrez que revenir aux faits, en fait, ça rationalise, ça oblige à remettre en contexte, ça oblige à rationaliser, ce qui fait qu'on en arrive au 4e point. Ça permet de diminuer l'anxiété. Le fait d'avoir les faits et de les mettre en perspective, ça aide à donner des proportions. Par exemple, un des premiers sujets qu'on avait fait au Curieux, c'était la disparition d'un petit garçon d'une dizaine d'années dans un Mexique à Montréal. C'est quand même assez difficile. Mais pareil, on en avait parlé parce qu'à l'école, les enfants parlaient beaucoup. Puis du coup, c'était devenu une histoire. Quand on en parlait avec eux, on se rendait compte que, en fait, les faits, qui à l'époque étaient quand même pas très nombreux, on n'avait pas beaucoup d'informations. Ah ben là, les enfants, bizarrement, des faits, ils en avaient plein. Mais on se rendait compte que les 3 quarts avaient été comme inventés. La rumeur disait que c'est la voisine. En tout cas, bref. Et finalement, quand on en revenait aux faits, déjà, c'était moins anxiogène parce qu'on se rendait compte que on n'en savait pas tant que ça, puis que c'était pas forcément la voisine qui avait voulu faire du mal au petit enfant qui avait à côté. Mais en plus, nous, ce qu'on a fait au Curieux, c'est qu'en fait, on a donné aussi les chiffres sur les disparitions d'enfants au Canada. Et en fait, en voyant ça, je me souviens plus des chiffres exactement, mais on s'est bien rendu compte que la proportion d'enfants qui vivaient ce genre d'expérience évidemment dramatique, mais était tellement ténue que le risque pour nos enfants qui lisaient cette information-là, ils se rendaient bien compte que le risque pour eux était vraiment très limité. Ils n'allaient pas avoir peur en sortant de l'école ou sortant de la maison d'être kidnappés à chaque coin de rue. Évidemment que c'était pas ça. Donc, vous voyez, le fait d'aborder les choses avec des informations, ça permet de baisser l'anxiété d'emblée. Et puis, ce qui est important aussi pour baisser l'anxiété, c'est de leur donner des trucs. Donc, par exemple, pour qu'eux-mêmes, ils puissent agir, en fait. Et donc, avoir du contrôle, ça baisse l'anxiété pour adultes comme pour les enfants. Donc, par exemple, quand c'était le sujet sur cet enfant qui avait été kidnappé, on avait mis des exemples, enfin, des trucs de prévention. Par exemple, quand tu rentres de l'école tout seul, tu rentres pas tout seul, justement. Tu essaies de rentrer avec des amis. Si tu es dehors et puis que tu te sens mal à l'aise dans une situation, où est-ce que c'est quoi les endroits où tu sais que tu peux aller pour demander de l'aide, par exemple. Et puis, on en avait fait un aussi quand on parle d'éco-anxiété dans notre dossier sur le réchauffement climatique. On leur avait expliqué les perspectives, on n'avait pas menti sur le fait que oui, les perspectives du réchauffement climatique sont pas très drôles, mais on avait terminé, puis c'est important de terminer là-dessus, de ne pas les laisser sur une note anxiogène, mais sur une note plutôt positive, de dire, OK, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire pour lutter contre le réchauffement climatique? Puis évidemment, on avait mis des actions qui étaient quand même assez accessibles, comme utiliser moins d'eau, te déplacer à pied ou à vélo, acheter des produits fabriqués près de chez toi, trier tes déchets. Donc, c'est des petits exemples, mais qui leur permettaient d'avoir l'impression d'agir pour vrai et donc d'avoir une action, un contrôle sur les choses. 5e exemple, c'est ça. Même si, comme on disait, 5e principe, pardon, même si on disait d'utiliser votre vécu, d'utiliser puis d'assumer vos émotions, il faut faire attention quand même à ne pas se laisser trop submerger. Moi, par exemple, quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo en 2015, en tant que maman, en tant que journaliste, en tant que citoyenne, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Honnêtement, au début, là, j'étais pas
capable de parler de ça à mes enfants sans avoir la voix qui casse, puis j'avais envie de pleurer et tout ça. Donc, tu sais, j'ai attendu un peu avant de leur en parler, baisser mes émotions. Puis là, encore une fois, ce qui m'a aidé à leur en parler sans me sentir submergée par mes émotions, c'était de revenir aux faits, de redire, OK, voilà ce qui s'est passé. Puis après, bon, ma maman, pourquoi c'est aussi émotif pour toi? Bon, bah là, c'est mon vécu. Je suis journaliste, c'est des journalistes qui ont été tués. Pourquoi moi, c'est pas mes valeurs, donc ça me choque. Tu sais, après, on peut décortiquer, puis de façon on est des parents, mais on peut se montrer vulnérable vis-à-vis de nos enfants, puis leur montrer que nous aussi, on est des êtres pétris d'émotions et que des fois, ben, ça nous submerge. C'est très correct du moment qu'on en parle avec eux, encore une fois, qu'on les décortique, qu'on explique pourquoi, mais qu'on n'en reste pas à ça, pas à ces émotions extrêmes. Donc, les faits, encore une fois, là, je vous dis, aident à le faire. Puis enfin, même si on a dit que le débat pouvait faire peur, accueillez-le. Au contraire, c'est tellement riche au sein d'une famille de pouvoir à table ou n'importe quoi en se promenant le dimanche en forêt, d'aborder un de ces sujets qui en fait amène encore une fois la transmission de valeurs, la discussion, ça rapproche dans les familles. N'en ayez pas peur, mais accueillez-le au contraire. Parce que justement, le fait d'aborder tous ces sujets-là, ça fait vraiment de nos enfants des enfants plus ouverts, connaissants, parce qu'ils accumulent évidemment des informations, de la connaissance. Ils sont plus épanouis parce qu'ils savent, on leur a donné les clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Donc, ils se sentent plus à l'aise. Imaginez une forêt de nuit où on n'a aucun repère parce qu'on n'arrive pas à voir où est l'arbre, où est le chemin, où est le lac. Évidemment que de jour, une fois qu'on comprend où sont les repères, qu'on comprend où est le sentier, où on peut marcher, évidemment que la peur, elle diminue. Ben là, c'est pareil. Si on les lance dans notre monde en disant non, toi, tu es trop petit, on t'exclut, tu peux pas comprendre, débrouille-toi avec ça, ben, ils sont comme dans un monde dont ils n'ont pas dans lequel ils n'ont pas de repères, où ils vont un peu à l'aveugle. Alors qu'une fois qu'ils comprennent des choses, même si c'est des choses difficiles, au moins l'heure juste est là, ils ont des cadres, ils ont des repères, puis ils peuvent avancer justement sur les sentiers qui sont plus protégés et c'est beaucoup plus rassurant pour eux. Ça leur donne beaucoup plus de confiance, ça leur donne confiance en eux, ça leur donne un sentiment d'être inclus, de ne pas être exclus. Et puis évidemment, ça fait des futurs citoyens qui sont éclairés, qui sont plus tolérants parce qu'ils connaissent la différence. Et puis, on l'a vu, ça favorise vraiment la communication et la complicité dans les familles. Je vous disais, j'avais donné cet atelier-là il y a quelque temps avec un organisme de famille là, dont on en a parlé ensemble il n'y a pas longtemps. Et il y a une maman qui disait que pourtant, elle est d'origine africaine, elle est noire, son enfant est noir, il a sûrement subi le racisme, malheureusement. D'ailleurs, il lui a raconté par la suite. Mais elle abordait pas ces sujets-là avec lui. Elle pensait qu'il était trop jeune, qu'il fallait pas en parler. Puis je sais plus à quelle occasion ça a été comme vraiment une obligation de parler d'un sujet d'actualité. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à partir de ce moment-là, eh ben, son fils, en fait, venait lui confier beaucoup plus de choses de sa vie personnelle, pas forcément liées à des sujets sensibles d'actualité d'ailleurs, mais aussi qui lui a parlé du racisme qu'il pouvait vivre à l'école. Et qu'en fait, c'est comme si, en parlant d'un sujet qui pouvait paraître tabou, elle avait comme levé elle avait montré que dans cette famille-là, on pouvait parler de tout, puis on pouvait se confier, puis la parole serait toujours accueillie de façon bienveillante. Et donc, elle avait vu une vraie différence dans la relation qu'elle avait avec son fils qui commençait qui avait une dizaine d'années. Donc, avec l'adolescence et tout ça, ça peut vraiment être intéressant d'avoir ces relations-là, de nouer ces relations profondes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que tout ça va vous guider dans vos discussion avec vos jeunes, va vous rassurer sur le fait qu'on peut aborder tous ces sujets de l'actualité qui sont et des sujets de société qui sont lourds parfois, qui sont complexes, mais qu'on peut en parler avec les jeunes. Puis je vous dis, moi, ce qui m'intrigue à chaque fois, enfin, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point ils se sentent plus en confiance après dans le monde dans lequel ils sont et même comment ça leur donne un peu d'empowerment, de capacité à s'engager, à agir, parce qu'ils se sentent inclus. Donc, écoutez, merci pour votre attention et puis j'espère que vous aurez de belles discussions en famille.